Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis un petit peu émue, évidemment, de me retrouver ce matin à l'ouverture de cette restitution de l'état des lieux 2021, puisqu'effectivement, il y a 5 ans, avec ma collègue Christine Petre, qui, elle, est professeure en marketing à l'époque à Sciences Po Rennes, nous avions mené donc ce premier état des lieux du numérique dans les théâtres, avec effectivement cette envie que l'association nous avait transmise, que cet état des lieux soit finalement une première étape et qu'il puisse servir de base, en fait, de référence dans la perspective d'un véritable observatoire. Donc, qui dit observatoire dit bien sûr la nécessité régulièrement de refaire un état des lieux et de collecter de nouveau des données pour voir les évolutions, les inflexions, et puis aussi accompagner les politiques et les pratiques liées au numérique dans le théâtre. Donc c'est pour nous, je parle au nom aussi de ma collègue, évidemment un moment très positif, puisque finalement cette idée d'observatoire prend forme grâce à ce second état des lieux, et je devrais même dire ce deuxième, puisque sans doute il y en aura un troisième, un quatrième dans les années qui viennent. Donc ce que je vais faire dans les quelques minutes là d'introduction, c'est effectivement revenir sur la manière dont nous avions imaginé, conçu le premier état des lieux, le contexte en fait dans lequel il s'inscrivait, et puis peut-être les résultats que nous avions obtenus, non pas les résultats précis axe par axe, mais le message finalement que cet état des lieux nous avait transmis, et ce qui nous avait paru bien évidemment assez signifiant, quoi. Voilà. Donc j'ai effectivement pris connaissance très rapidement des premiers résultats ce matin dans le train en venant de Rennes. Et c'est vrai que j'avais rédigé un petit texte et je m'étais dit c'est formidable, on va voir les inflexions, les modifications, les évolutions. Et dans ma petite tête, en fait, j'avais vraiment sans doute l'attente de voir des inflexions peut-être majeures. Et ce qui apparaît dans ces premiers résultats que j'ai survolés très, très rapidement, c'est une forme de stabilité. Et c'est vrai que cette stabilité va sans doute nous interroger dans les semaines et les mois qui viennent, et peut-être aussi interroger l'ensemble des praticiens, l'ensemble des lieux, mais aussi les politiques publiques, puisque c'est derrière sans doute aussi la question du volontarisme politique qui est au cœur de ces résultats et de peut-être des hypothèses qu'on peut former concernant cette forme de stabilité. Donc je vais revenir sur les enjeux pour nous quand on avait établi ce premier état des lieux. C'était effectivement d'avoir des éléments factuels, des éléments aussi qualitatifs. Donc là, on reprend un petit peu ce qui va vous être proposé tout à l'heure. Éléments qui permettent en fait d'abord aux professionnels d'identifier des expériences intéressantes, de poursuivre des échanges et donc de construire une forme d'accompagnement des pratiques professionnelles. Le deuxième enjeu, qui nous avait donc été commandé, puisque cet état des lieux, c'est dans le cadre d'une commande passée à un laboratoire universitaire. Le second enjeu, c'était également donner au pouvoir public une meilleure lisibilité de l'appropriation du numérique par les professionnels, et donc éventuellement, en fonction de certains résultats, de certains intérêts, pouvoir impulser des politiques publiques ou impulser un accompagnement en termes de politique publique. Et enfin, troisièmement, c'était construire les fondations d'un observatoire, comme je l'indiquais tout à l'heure. L'hypothèse, en fait, qui avait un peu guidé nos réflexions, et c'est une hypothèse aussi, bien sûr, qu'on avait pu discuter avec les membres de TMN Lab, et effectivement, à l'époque, les membres bénévoles qui s'investissaient beaucoup pour nous accompagner dans la mise en œuvre de cet état des lieux. L'hypothèse, finalement, qui nous semblait intéressante, c'était de partir sur la nécessité d'interroger un retard, donc un supposé ou un réel. La question était évidemment pas tranchée, c'était d'interroger
l'accusation finalement de retard que le secteur théâtral pouvait subir, notamment par rapport à d'autres secteurs professionnels du spectacle qui étaient les musiques actuelles ou un autre secteur culturel qui sont les musées. Donc est-ce que finalement l'hypothèse avec laquelle on a construit le questionnaire, c'était est-ce que ce retard est vérifié? Et si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qui fait qu'il y a des initiatives pérennes et des formes d'appropriation et d'engagement du numérique? Pourquoi cette hypothèse du retard? Parce que il nous semblait que le secteur théâtral, d'un point de vue contextuel, en fait, pouvait être dans une forme d'hésitation dans cet engagement pour le numérique, en raison finalement d'une histoire aussi propre évidemment à l'art théâtral, de couples d'opposition finalement qui pouvaient générer cette forme de méfiance. Je n'ai pas le temps maintenant de vous les développer, mais d'interroger la question du rapport à la présence sur scène, donc la présence des acteurs, le réel des actions, versus la question du virtuel, des images projetées, la disparition des corps, les différences de support, mais c'était également d'autres types de freins qui pouvaient être interrogés aussi, qui est lié également à l'histoire du théâtre d'art. Voilà, donc c'était aussi ces questions un peu qui nous avaient guidés. Donc le questionnaire, tel que nous l'avions conçu, était travaillé à partir d'un cadre conceptuel, c'est-à-dire d'un cadre que nous avions défini comme ce que nous cherchions finalement à étudier. Et donc là, vous allez évidemment retrouver dans le questionnaire de l'état des lieux 2021 des axes qui sont similaires, même si effectivement des inflexions assez importantes ont pu être faites avec de nouveaux champs à explorer, et puis aussi un changement de perspective sur certains items. Donc nous, comment on avait organisé le questionnaire, c'était par rapport à la relation au public. Donc là, c'est assez simple à comprendre, vraiment quels sont les types d'adresses au public, vu que c'est le terme qui a été repris dans cet état des lieux 2021, les enjeux de médiation, de relation avec le public. Deuxièmement, la relation au personnel, donc plus des questions organisationnelles, de stratégie interne par rapport à la diffusion d'outils numériques au sein de l'équipe, la relation à l'artistique, qui était une commande un peu importante de la part d'ailleurs du ministère et de la DGCA et des l'ICOMmun qui nous accompagnaient, c'est-à-dire comment les structures s'investissent dans les usages du numérique en matière, dans l'artistique, avec un point qui nous intéressait, c'était ce présupposé de corrélation finalement entre les choix du numérique dans l'artistique et les choix du numérique en interne dans l'engagement du projet culturel de la structure. Ensuite, l'engagement dans le numérique comme axe stratégique, et je pense que là on va pouvoir échanger longuement sur cette question-là, c'était de savoir si l'appropriation était liée à une logique soutenue par le collectif, et notamment par évidemment l'équipe de direction, ou est-ce que c'était plutôt le résultat d'intérêt personnel, de dynamisme individuel, d'implication de certaines personnes au sein de l'équipe? Et enfin, dernier point que nous avions essayé de mettre dans le questionnaire, c'était d'observer les effets induits par l'appropriation du numérique dans le fonctionnement en fait de la structure, les effets organisationnels bien sûr, mais aussi les effets en termes de diffusion, donc plus par rapport au public. Donc c'est à partir de ces 4 axes que nous avions construit le questionnaire. Ce questionnaire que nous avions diffusé comme ça a été fait cette fois-ci via Internet. Nous, c'était via une liste de diffusion et puis après via un logiciel qui s'appelle SurveyMonkey, mais peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement de transmettre ce questionnaire au sein de la structure et que ça donne lieu en fait à un échange au sein de l'équipe. Et ça nous paraissait important, en fait, que cet échange soit une étape dans l'appropriation du numérique par l'ensemble des équipes, puisqu'il y avait une
telle diversité en fait, d'items qu'il fallait bien que l'ensemble de l'équipe soit mobilisée pour y répondre. Et je sais bien que c'est la même chose pour cet état des lieux 2021. Donc ça faisait partie de la stratégie aussi de TNM Lab, d'utiliser finalement ce questionnaire comme outil de sensibilisation finalement pour les équipes. Nous étions appuyés sur des réseaux professionnels pour obtenir l'ensemble des contacts. Et là, je dois préciser que nous avions été tout à fait surpris, et je suis assez interrogative sur ce qui se passe en 2021. Nous avions été surprises par l'état absolument lacunaire des listes qui nous avaient été transmises par le ministère, mais aussi d'ailleurs par le CNT, le Centre national Arsena, qui était absolument pas mise à jour, en fait, pour être très clair. Donc, nous avions passé un temps extrêmement long à mettre à jour ces fiches avant même, en fait, de pouvoir toucher les bons contacts. Voilà, donc, évidemment, cette difficulté interroge en termes de connaissances du secteur professionnel, de mise à jour des données, mais même en termes d'outils, tout simplement, de data, pour pouvoir travailler de manière un peu fiable et un peu rapide. Voilà, donc je serais assez intéressée. On avait passé beaucoup de temps à faire des relances individuelles de chacun des lieux pour obtenir les questionnaires. On avait également eu beaucoup de difficultés pour avoir un taux de retour signifiant. On était dans une situation beaucoup moins difficile, évidemment, qu'aujourd'hui. Et ça avait été l'occasion pour nous d'interroger de manière la plus quali, j'allais dire, pourquoi ces difficultés à se mobiliser. Donc évidemment, peut-être la question justement de l'engagement dans le numérique, mais aussi ce qui nous revenait dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les structures, c'était la surcharge de travail au sein des équipes, qui rendait ce type de reporting difficile au regard déjà de l'ensemble des éléments de reporting qui doivent être fournis aux instances de financement. Donc une difficulté qu'on retrouve aussi quand on fait la corrélation avec la question de l'évaluation des actions, qui est toujours, je crois, assez compliquée. Et puis, pour certaines structures, la crainte que les questions liées au numérique constituent une forme de nouvelle injonction, finalement, une nouvelle source d'évaluation. Voilà, donc c'était de manière évidemment un peu qualitative et peu assis sur des chiffres qui nous avaient été qui nous avaient frappé, cette crainte d'avoir finalement une nouvelle mission à effectuer, et que cette mission, elle était non seulement lourde, mais elle faisait partie déjà d'un cahier des charges extrêmement difficile à assumer au regard finalement de la constitution des équipes. Au final, et je vais peut-être clôturer là-dessus, au final, on a eu un taux de retour de 64%, donc à peu près 6 théâtres sur 10 qui avaient répondu. Donc, je rappelle bien, uniquement le secteur théâtral, avec une sous-représentation du secteur des théâtres privés. Mais là, effectivement, l'association quand même TNM Lab et commande financement ministère de la Culture pouvait expliquer que les théâtres privés se sentent moins directement impliqués et concernés. Les conclusions auxquelles nous étions arrivés, c'était que le secteur théâtral était déjà engagé dans la transition numérique, dans ces nouvelles formes d'usage, même si, effectivement, certains lieux semblaient fortement en retrait. Donc, finalement, le présupposé qui était un petit peu comme lieu commun n'était pas forcément fondé. En revanche, effectivement, on notait sur plein de secteurs des marges notables d'amélioration, notamment effectivement sur la gestion, on en reparlera peut-être encore aujourd'hui, la fonction GRC, l'exploitation des requêtes à partir de logiciels de billetterie, et donc de la gestion de la data qui était problématique, les dispositifs d'interaction avec les publics. Et là, je serais évidemment tout à fait intéressée de voir si effectivement, les innovations ou les expérimentations qui ont pu avoir lieu pendant la crise sanitaire vont devenir, et notamment cette question du dialogue, de maintenir le lien avec le public, maintenir le dialogue avec le public, comment ces innovations, ces expérimentations peuvent devenir des pratiques
récurrente et permanente, ou alors tout simplement la formalisation de cet engagement. Donc il y avait des marges notables. On avait également été attentive à cette difficulté pour les théâtres à mener des évaluations pertinentes, significatives, et à se servir de l'ensemble de ces datas pour proposer et pour adapter finalement le projet. Et puis on était arrivé, et je crois que c'est là quelque chose encore qui a été déjà souligné dès l'introduction, à la question de la formation du personnel. Alors c'est vrai que vu ma fonction, peut-être je suis particulièrement sensibilisée à cette question, mais ça apparaissait de manière extrêmement claire. Les enjeux de formation, tant initiale que continue, apparaissaient absolument cruciaux. Donc, est-ce que en 5 ans, les choses ont véritablement évolué? Parce que finalement, l'engagement des structures était lié souvent à la motivation de quelques personnes qui s'auto-formaient, qui prenaient souvent d'ailleurs sur leur temps personnel pour se former, avec aussi un effet comme ça autodidacte et d'engagement individuel. Voilà, donc c'était les principaux résultats qui nous avaient évidemment été transmis par les chiffres. Et ce qui apparaissait également, c'était que finalement, l'engagement des structures n'était pas forcément lié à leur label, à leur place finalement dans le paysage théâtral, mais plus justement à la volonté soit d'une équipe, soit d'un noyau de personnel. Pour conclure directement, comme je vous le disais un petit peu, j'avais vraiment fait moi-même mon film dans ma tête en disant en 5 ans, et puis avec cette période de fermeture des lieux de spectacle, avec cette période où effectivement on a vu quand même beaucoup de structures proposer de maintenir le lien avec le public sous différentes formes, que ce soit de la diffusion ou des propositions singulières, je me disais que les choses allaient évoluer, non pas forcément peut-être réellement dans les pratiques, mais surtout dans les représentations et dans cette prise de conscience de l'importance finalement des enjeux numériques au sein des structures, et que cette modification des pratiques forcées allait changer le regard aussi qu'on pouvait avoir sur le numérique, pour non pas en faire uniquement un outil, mais en faire une partie totalement intégrée à la réflexion sur un projet culturel et à la réflexion sur le lien finalement avec les publics et cette question de l'intermédiation finalement entre le public et l'œuvre. Voilà. Donc j'avais cette représentation et j'ai l'impression que je me suis peut-être un peu fourvoyée, mais je suis évidemment convaincue qu'il y a plein d'évolutions qu'on va observer au fur et à mesure de la divulgation des résultats sur des enjeux précis et qui vont montrer comment justement les structures en 5 ans se sont appropriées ce numérique et en font un élément de leur projet culturel. Voilà. Vous faites le passe-plat ou on prend tout de suite? Vous faites passe-plat. Je suis un peu loin pour faire le passe-plat, mais c'est bien en même temps. Merci Marion. Et du coup, on va passer la parole à Emmanuel Vergès. Pour nous, c'était important de vous avoir avec nous. Merci. Par votre connaissance en fait de ces questions de transformation et de culture numérique, d'accompagnement des professionnels depuis de longues années, que ce soit à travers votre agence, puis maintenant en tant que co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Ça fait une très bonne transition avec les conclusions de Marion, notamment sur les volets formation et surtout sur la question de la représentation du numérique. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. C'est impressionnant d'être un lundi matin dans cet espace-là avec vous. Vous évoquiez, Marion, la question du retard et de l'injonction tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on est dans un moment un peu en suspension
où les derniers chiffres de fréquentation de nos lieux laissent à penser que peut-être quelque chose est en train de se modifier, ou tout au moins on ne sait pas très bien dans quelle direction regarder. À l'Observatoire, on a effectivement depuis une petite dizaine d'années saisi cette question des transformations numériques et des transformations digitales un peu à bras-le-corps, à la fois au sein de la formation et puis dans un certain nombre de contextes d'études. Et puis on a proposé que le dernier numéro de la revue qui est sorti l'été dernier soit autour de cette question d'humanisation des arts et des cultures numériques. L'année dernière, avec en particulier l'association nationale ACNUM, il y a eu cette grande rencontre il y a exactement un an à Metz autour de cette question d'humaniser la civilisation numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense la place de l'art et de la culture comme étant une dynamique d'accompagnement d'une forme de socialisation, d'usage social de ces technologies-là, pas simplement des technologies qui nous sont imposées ou pour lesquelles on serait toujours en retard, qui était une des grandes rhétoriques dans notre pays aussi, de l'utilisation et de l'injonction, de cette forme d'injonction à la transformation digitale. Alors, ce matin, j'ai partagé avec vous peut-être deux points de repère, ou deux balises. Vous évoquiez la question de la transformation, de la représentation qu'on a de l'outil. Peut-être deux points de repère pour peut-être partager avec vous une manière dont on pourrait se représenter l'usage ou l'utilisation des outils un peu différentes. Et puis, on en avait fait l'édito de la revue autour de 11 dilemmes que les transformations digitales posent aux politiques culturelles. Essayer de replacer aussi le fait que les politiques culturelles ont toujours été le lieu de tensions, se sont toujours construits comme étant des tensions, et en particulier dans une relation aux technologies. Je reviendrai sur le rapport que les politiques culturelles dans notre pays ont eu avec la télévision en particulier, un autre écran, un autre média. Et puis, vous proposez quatre chemins possibles, quatre pistes de réflexion autour de ces éléments-là, qui vont revenir pour partie de ce que vous venez d'évoquer, Marion, et qui viennent se placer dans le travail, dans la thématique de votre journée, sur effectivement qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui dans nos lieux du point de vue de la médiation et au-delà. La première balise, c'est une balise qui m'est chère effectivement depuis le temps qu'on travaille sur ces outils numériques, c'est de l'appréhender. Vous aviez évoqué la question du lien, Marion, et que effectivement quelque chose qui est de l'ordre du média, et pas simplement de l'outil et de la technique. Et d'essayer aujourd'hui de continuer à appréhender ce média-là comme étant toujours un nouveau média. Si 45% des lieux, Christopher Metz l'évoquait tout à l'heure, dans l'étude, considèrent que c'est toujours quelque chose qui est étranger à nos lieux, ou tout au moins qui a du mal à atterrir, peut-être qu'on peut essayer de prendre un autre détour et d'essayer effectivement de construire des logiques d'action en prenant cet outil-là comme étant un nouveau support de médiation, un nouveau support de lien. Franck Bochard, dans la revue, évoque toutes les questions autour de la coprésence. J'utilise souvent une phrase de Jean Baudrillard qui a écrit dans les années 70 dans un livre qui s'appelle « L'économie politique du signe », qu'un média est quelque chose qui empêche la réponse et que peut-être ce média-là, ce nouveau média-là, est ce qui permettrait la réponse. J'ai fait une rencontre de travail avec des conservatrices et des conservateurs de musées en Isère il y a quelques semaines. Et pendant le confinement, ils ont aussi tous et toutes cherché à garder le lien avec leur public. Et l'un des conservateurs disait « On a donné la parole, on ne pourra plus jamais la reprendre ». Il y a quelque chose d'intéressant d'une forme de transformation d'appréhension de ce média-là, c'est-à-dire aller au-delà de l'outil. Tout à l'heure a été évoqué de nouvelles formes de scénographie, de nouvelles manières de penser les œuvres, de nouvelles manières d'écrire. Évidemment, il y a des choses qui relèvent de cet ordre-là. Peut-être qu'effectivement, la musique dans le rapport à l'instrument ou la danse dans le rapport entre le corps et la machine ont peut-être des expérimentations qui ont déjà creusé un sillon un peu plus loin, peut-être plus que le théâtre, d'une certaine manière peut-être. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'effectivement on peut appréhender ce média-là dans cette idée d'une réponse, et comment, au-delà de l'outil, on en pense l'usage, c'est-à-dire comment, d'une certaine manière, on essaie de trouver une manière de se saisir de cet outil-là, non plus comme un outil numérique, mais comme effectivement quelque chose qui nous permet des pratiques digitales, c'est-à-dire des pratiques du bout du doigt.
et je joue de plus en plus sur ce mot-là, du digital, du digit et des doigts, comment à un moment donné, aujourd'hui, on peut être en lien du bout de nos doigts. Donc de penser cet outil-là avec cette capacité d'une autre forme, d'une autre modalité, pas simplement qu'une autre forme, d'une autre modalité, pas simplement qu'un autre espace ou d'un autre support, d'une autre modalité de relation. Le deuxième point de repère que je voulais partager avec vous ce matin, c'est ce que vous aviez évoqué, Marion, sur le lien entre le présentiel et le distanciel. Vous avez utilisé un terme, et c'est marrant, que depuis le premier confinement, on n'utilise quasiment plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, quand on utilisait Skype, on n'utilisait pas Zoom avant, mais encore, mais si ça existait, on n'utilisait pas Zoom, on utilisait ça, on disait qu'on allait faire une réunion en virtuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il y avait cette idée que c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'immatériel et du virtuel. Pendant le premier confinement, Zoom a été utilisé pour construire de la relation distancielle, qui est venue s'adosser en fait à une rhétorique de la mise à distance des uns et des autres dans la société, garder les distances sociales. Donc on a glissé de ces technologies-là, technologies virtuelles, à des technologies qui permettent le distanciel, qui permettent de travailler la distance. Et dans la distance, il y a aussi le lien. Et là-dedans, on s'est aperçu que, entre autres pendant le premier confinement, autour de cette question du distanciel, il y a tout un ensemble de pratiques et de nécessités qui ont pris place dans nos territoires. Beaucoup de lieux, et en particulier des lieux culturels, ont continué à ouvrir pendant le premier confinement pour assurer, entre autres, des chaînes alimentaires, des banques alimentaires, des logiques de lien. C'est-à-dire un certain nombre de lieux, des espaces numériques, des maisons de services au public, etc., des friches, des lieux culturels, des théâtres. D'une certaine manière, nos lieux, dans cette logique de la mise à distance, ont organisé ce que j'appelle la solidarité du dernier kilomètre. En logistique ou pour les réseaux, le dernier kilomètre est le plus coûteux. C'est celui quand on a mis les colis d'Amazon dans les entrepôts, fait en sorte que ce soit des coursiers à vélo ou en scooter, en bagnole qui vont les prendre. Et ça, c'est du point de vue des infrastructures, du point de vue de l'investissement, l'infrastructure la plus coûteuse. Pour autant, sur l'ensemble de nos territoires, que ce soit, et en particulier des lieux culturels, je le redis, ont assuré cette solidarité du dernier kilomètre. C'est-à-dire que dans une société dans laquelle on s'est mis à distance, pour laquelle les technologies numériques, les outils numériques, les pratiques digitales ont permis de garantir une continuité sociale, d'une certaine manière, nos lieux ont été les lieux du dernier kilomètre, les lieux qui ont permis cette construction fondamentale du lien social. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine manière, la possibilité, au travers aussi de ces outils-là, d'incarner une présence qui a une dimension culturelle fondamentale, qui nécessite de poser des modes de représentation sur nous, l'utilisation de nos outils, l'utilisation de ces outils-là comme étant des liens avec nos communautés. On pourra revenir sur la question des data d'une manière assez différente. C'est-à-dire de les penser comme étant la possibilité d'un ancrage fort. On reviendra sur la notion de lien social, je reviendrai sur la notion de lien social, dans un ancrage fort avec des problématiques sociales qu'on a sur un ensemble de territoires. Je vais m'adosser sur une des phrases du rapport de cette année pour vous présenter, pour vous partager quatre propositions de pistes de travail. Dans le rapport, il dit « Et si le numérique ouvrait la voie à de nouvelles opportunités de démocratisation culturelle, de développement de partenariats avec d'autres secteurs, en particulier du champ social et d'autres champs professionnels, s'il permettait aux organisations d'entrer de plein pied dans la vie réelle, et d'élargir les publics tout en enrichissant le dialogue avec tous. » Et je trouve que dans cette phrase du rapport, il y a bien l'ensemble des éléments que vous avez évoqués, Marion, et qui me paraissent importants de partager avec vous ce matin. Le premier, autour de cette question de la démocratisation culturelle. On est en train de dire qu'effectivement, il faut passer d'une démocratisation de l'offre culturelle à d'autres formes de démocratisation. Et c'est le rapport du DEPS sur les pratiques culturelles des Français qui est sorti en 2020 qui le dit, que vraisemblablement la démocratisation culturelle marquerait peut-être un pas. Peut-être on peut le regarder d'une autre manière et de se dire que la démocratisation culturelle engagée sur les 50 dernières années a réellement produit des citoyens émancipés d'une manière culturelle, a créé des liens suffisamment forts avec, entre autres, les instances et les institutions éducatives pour permettre aujourd'hui à nos publics, nous aussi, de chercher une autre place, un autre rôle face aux institutions culturelles. Et que peut-être aujourd'hui, il y ait besoin de démocratiser, de rentrer dans une phase de démocratisation de la contribution
que vraisemblablement 50 années, un peu plus de démocratisation culturelle, engagent une transformation forte des pratiques vers des enjeux de démocratisation. C'est en ce sens-là qu'on peut entendre l'enjeu autour des droits culturels. Au-delà d'une seule participation à la vie culturelle, mais véritablement d'ouverture à une problématique de contribution. On le voit souvent, les questions juridiques, le droit d'auteur l'a été par exemple, ont transformé durablement, ont fait grandir les sociétés. Comment est-ce que, entre autres avec les outils numériques, mais aussi avec l'appui des droits culturels, on se saisit de ces principes-là pour essayer de se grandir et de faire grandir, de continuer à grandir avec nos publics. C'est-à-dire de rentrer dans une phase vraisemblablement de société qui nous amène à être dans des postures de contribution beaucoup plus fortes dans nos institutions culturelles, dans nos programmations culturelles, voire nos programmations artistiques. Deuxième élément, vous l'évoquiez tout à l'heure autour de la question des métiers. Et l'AFDAS, depuis maintenant 2 ans, a lancé un grand programme d'accompagnement aux transformations digitales, entre autres sur les questions d'accompagnement, pas de formation encore, mais d'accompagnement. Il y a un enjeu fort sur l'accompagnement et l'évolution des métiers. Et là, pas d'enjeu non plus de transformation par un remplacement des métiers, mais de se dire qu'aujourd'hui, vraisemblablement, effectivement, si on veut travailler dans un champ de démocratisation de la contribution, il faille faire évoluer les métiers et ajouter aux fonctions de médiation, en particulier dans les équipes, des enjeux de facilitation. La question des communautés, et tout à l'heure, Anne Le Gall a présenté Clément comme étant l'animateur en charge des communautés à partir du TMN Lab. Comment aujourd'hui, la question de la communauté, parce que il y a des incidences sur nos territoires et quelque chose qui revient et qui relève d'une dimension culturelle, que nous avons besoin de nous saisir aussi de cette approche des communautés culturelles depuis nos lieux. Comment effectivement, ce sont des fonctions qui ne dépendent pas que des équipes des relations publiques ou des équipes de médiation, mais qui est saisie, et on le voit beaucoup quand on fait un travail d'accompagnement à la transformation digitale, si les directions ne prennent pas aussi leur part de cette transformation-là, d'une certaine manière, les choses sont complexes à développer dans nos lieux et dans nos structures. Enjeu de démocratisation, enjeu de transformation des métiers. Pourquoi ? Parce que, et le rapport du DEPS le raconte dans ses dernières pages, Franck Beauchard le raconte aussi dans son texte, les politiques culturelles de ces 50 dernières années se sont beaucoup construites, alors on ne va pas le dire contre, mais on va dire en alternative à la télévision. Et là, il y a un fait très intéressant sur lequel le DEPS vient insister. Le rapport du DEPS, le département études et prospectives du ministère de la Culture. D'une certaine manière, les écrans de la télévision ont posé les questions que posait tout à l'heure Christopher Maïs. C'est-à-dire, effectivement, où était l'incarnation de l'œuvre ? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui change profondément avec les outils numériques, c'est que les écrans sont rentrés dans nos lieux. Autant on pouvait garder la télévision à domicile, autant aujourd'hui les écrans sont dans nos lieux. Et les écrans sous toutes leurs formes. Donc d'une certaine manière aujourd'hui, les enjeux de la facilitation, les enjeux d'appréhension différente de la place des publics dans nos lieux, de toute façon, viennent du fait que structurellement et de manière dans nos environnements, et pas que nos environnements au sens écologique du terme, mais dans nos environnements, il faudra effectivement, entre parenthèses, prendre des enjeux de sobriété écologique très forts autour de ces outils-là. Dans nos environnements, il y a de manière omniprésente ces outils-là. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus construire des politiques culturelles en alternative, nous devons aussi trouver les manières de se mettre en lien avec ces outils-là. Lien qui a des dimensions fondamentalement économiques. Troisième élément, on l'a vu pendant le premier confinement, des lieux ont fait des lives sur Facebook, beaucoup de lieux ont fait des lives sur les plateformes dites des GAFA. Il va falloir qu'on construise dans les prochaines années en fait, des économies territoriales qui prennent en compte les économies numériques. Comment ? On n'en sait rien, j'en sais rien, mais il va falloir qu'on s'attaque à ce chantier-là. Henri Verdier, ambassadeur du numérique pour la France, disait dans un webinaire qu'on a animé pour l'Institut français, il ne faut pas confondre les entreprises qui se sont posées sur l'Internet et l'Internet. L'Internet recèle des règles qui ne sont pas celles des règles des GAFA. C'est-à-dire que nous pouvons légiférer, y compris en termes économiques, et sur les GAFA en tant que telles, c'est-à-dire des entreprises monopolistiques, mais aussi en se saisissant et en se servant des règles et des principes de fonctionnement qui ont construit l'Internet. Là-dedans, on a aussi à prendre en compte les enjeux des économies de la contribution, et quelqu'un
qui a disparu l'été dernier, en avait beaucoup parlé. Il avait beaucoup construit, qui était Bernard Stiegler, qui travaillait beaucoup sur ces chantiers-là. Les économies de la constitution, les économies de la contribution sont celles qui constituent beaucoup les économies des communs. Le week-end dernier, il y a eu à Marseille l'Assemblée des communs qui ont entre autres travaillé sur des enjeux de comptabilité autour de cette contribution-là. L'ancien président du Crédit Coopératif a aussi ouvert tout un espace de réflexion autour des communs pour venir penser la dimension économique que la contribution peut avoir et a avec nos structures. C'est-à-dire penser différemment la manière effectivement dont on va produire, et ce sera mon dernier point, les projets sur nos territoires, c'est-à-dire les penser dans des enjeux de coopération. Des enjeux dans lesquels, effectivement, si le local est ce local de la fréquentation, c'est-à-dire ce local qui va constituer la fréquentation de nos lieux, l'essence même de nos lieux, comment est-ce qu'on va construire nos lieux dans des politiques qui ne sont plus simplement que des politiques sectorielles. Et là encore, non pas, l'enjeu n'est pas de passer d'une forme de politique de développement territorial, d'enjeux sectoriels disciplinaires à des enjeux intersectoriels, interdisciplinaires, mais peut-être d'articuler, de composer entre ces deux dynamiques-là. C'est ce qu'on voit de plus en plus sur un certain nombre de territoires, et d'essayer effectivement, dans des enjeux de coopération, de composer. C'est un terme qu'utilise beaucoup Bruno Latour, qui est un terme complexe d'une certaine manière, parce que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas été formé ou sur lesquelles on n'a pas forcément les compétences, mais pour lesquelles, d'une certaine manière, on a un certain nombre, entre autres, dans les mondes artistiques et culturels de l'habitude, on le travaillait du point de vue de l'œuvre. Comment est-ce qu'on peut le travailler du point de vue de ce que l'on appelle aussi l'œuvre, qui est la question du travail, le travail entre nos différentes structures. Enjeu de démocratisation, enjeu d'évolution et de développement des métiers, enjeu de penser une approche du financement public de manière beaucoup plus composite que ce qui a été aujourd'hui, enjeu de penser les organisations territoriales. Je terminerai peut-être juste par une note qui est personnelle, je ne le dirai pas forcément, je le dirai en tant qu'Emmanuel Vergès, c'est pas au titre de mes différentes fonctions, quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, quand on entend la question du lien social, quand on relit la question du lien social dans les différents rapports, et dans cette étude-là, vous l'avez réévoqué aussi tout à l'heure, et quand on est dans ce moment que j'évoquais tout à l'heure un peu en suspension, un peu, pas forcément en apesanteur, mais peut-être un peu sur un fil, il y a peut-être aussi un chemin qu'on pourrait peut-être partager. Quand on parle de nos publics, on parle souvent d'amateurs ou d'amatrices, ou d'amateurs. Est-ce qu'on pourrait, depuis nos lieux, devenir des amatrices et des amateurs de nos publics ? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un moment qui semble structurellement compliqué, qui vraisemblablement politiquement va être assez complexe à appréhender, peut-être à partir de nos lieux, pas forcément entre guillemets, mais se dire que un des premiers travaux que nous avons à renouveler, ou avec lesquels on peut renouveler nos manières d'appréhender nos relations avec nos publics, en particulier avec les outils numériques, serait de se dire comment est-ce qu'on aime nos publics, comment est-ce qu'on trouve d'autres manières, entre autres avec ces outils-là, d'aimer nos publics, c'est-à-dire de se penser tous et toutes amatrices et amateurs, c'est-à-dire d'essayer de replacer la fonction de l'art et de la culture dans nos sociétés comme étant elles aussi un lien, et pas simplement un objet ou une finalité, mais elles aussi nous permettant d'aborder les tumultes et les tempêtes à venir d'une manière, et je reviens sur cette question de la solidarité du dernier kilomètre, comment nos lieux sont ces lieux de la résilience de la société, et dans lequel la question de l'amateur n'est pas simplement qu'une catégorie ou une data, mais si elle est aussi une catégorie et une data, devient aussi pour nous une finalité de poser des enjeux de représentation de nos lieux différents sur nos territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette prise de parole. On était au sein du conseil d'administration en train de se dire qu'on partage vraiment ces visions que nous, on porte sur le terrain avec une approche qui est celle du quotidien des lieux et à laquelle vous apportez un éclairage politique, symbolique très important. Et merci encore une fois. Merci beaucoup.
Et je vais donc passer la parole à Lise Saladin. Donc, Lise Saladin, directrice déléguée du Centre de développement chorégraphique national Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine, qui a participé au comité d'experts. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons réuni plusieurs experts des différents secteurs pour une réunion, regarder ce qu'on produisait comme questionnaire et interroger en fait ce qu'on voulait poser comme question ensemble. Et plusieurs de ces experts vont participer à cette journée, et notamment Lise. Vous avez apporté aussi votre regard de directrice, bien sûr, mais de chercheuse. Ce double regard était très riche au cours de cette table d'experts. Et c'était important pour nous que vous puissiez venir aujourd'hui partager votre regard sur ce travail et sur les enjeux de la transformation numérique à l'échelle de votre lieu et votre vision du secteur. Merci. Donc tout d'abord, merci pour cette invitation au TMN Lab et merci pour vos deux interventions. Alors, je précise juste que ce qui m'a été demandé, c'est d'illustrer de manière opérationnelle comment est-ce qu'on se saisit de ces éléments-là dans un lieu. Donc un lieu qui est un centre de développement chorégraphique national, alors qui se situe à Bordeaux et qui a la particularité de se situer aussi à La Rochelle. Donc ça veut dire que depuis quelques années, cette question du numérique nous traverse du coup de manière pratique au quotidien. Et donc un centre de développement chorégraphique national, ça veut dire quoi? Les missions de service public qui lui sont dévolues relèvent à la fois de l'accompagnement de la création, de la production, de la résidence, de l'accompagnement d'artistes à tous les niveaux et dans tout son prisme, la question de la diffusion des œuvres chorégraphiques et la diffusion, et là je précise bien des savoirs chorégraphiques aussi, c'est pas remplir une salle en fait, hein, c'est vraiment cette question de comment est-ce que je diffuse autrement que mettre en contact avec une œuvre, donc on en parle bien évidemment ici, hein, tous ensemble, et la question essentielle pour les CDCN et qui fait peut-être partie de leur ADN en premier lieu, c'est-à-dire la question de la mise en relation, la question d'établir des conditions de rencontre entre l'œuvre et les publics. Et cette question, Emmanuel, que vous citez à titre personnel, qui était la question d'être amateur de nos publics, mais je crois que c'est quelque chose effectivement qu'on pratique au quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va chercher, on observe leurs arrière-plans, comment on construit en partant de ce qu'ils sont eux. Et c'est pas un vain mot et c'est pas du discours. Globalement, juste un ordre d'idée pour un spectacle et pour une contractualisation autour d'un spectacle, on doit contractualiser à peu près une dizaine de relations partenariales avec différents types de groupes, de publics, d'établissements. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on tisse au quotidien. Juste avant du coup de vous parler à la fois de comment le numérique intervient à différents niveaux et est intriqué à différents niveaux dans la structure, enfin, et dans les structures, puisque je pense qu'en tant que CDCN, on est tout un réseau et qu'une mission principale que nous établissons ensemble, c'est la production de ressources. Donc c'est quelque chose qui irrigue bien évidemment et qu'on la produit ensemble, ça aussi c'est important de le signifier. Donc tout d'abord, comment est-ce que cette chose-là intervient dans différents niveaux dans la structure? Quels sont les paradoxes auxquels on est confronté et qu'on doit résoudre, notamment dans le cadre du spectacle vivant? Et quels sont peut-être les constats? Et je rebondirai certainement sur des éléments, je vais les rendre un petit peu plus pratiques, j'en suis désolée, du coup moi je resserre un peu sur la pratique. J'aurais souhaité quand même, avant d'aborder ces questions-là, poser deux préalables, voilà, du coup plutôt en tant qu'associé au laboratoire culture et diffusion des savoirs. C'est comment la question numérique, on vient d'en parler, hein, touche des données, touche différents types d'informations, touche des savoirs et touche par là même la connaissance. Donc je pense qu'il y a deux préalables, en tout cas que nous on s'oppose vraiment dans la structure. C'est tout d'abord la question de quelles sont les conditions de production des savoirs, donc par là même aussi la question de la diffusion, et quels sont les effets de ces conditions sur la nature même des savoirs. Donc ça c'est fondamental, pour nous en tout cas. Ça touche aux questions épistémiques, hein, c'est comment est-ce qu'ensemble on construit des savoirs. La deuxième question qui lui est consubstantielle, et vous l'avez nommée, hein, mais je vais peut-être le dire un peu autrement, c'est quelles sont les transformations qui se jouent en termes de rapport au savoir. Et par là même, comment est-ce que quand on joue autour de cette chose-là, ben c'est comment on va transformer le statut des savoirs. Et on l'a bien vu pendant cette pandémie et la question du Covid, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, une parole d'un chercheur, d'un journaliste, d'un politique ou d'un citoyen, quel qu'il soit, et éclairé des fois, prend le même niveau, acquiert le même niveau en définitive. Donc,
tout ça pour vous dire qu'il y a des choses quand même qu'il faut manipuler avec très grande attention et savoir ce qu'on produit quand on le produit. Ça, c'est une chose qui me semblait juste important à se redire ensemble ici. Alors, dans un projet, si on revient à la dimension extrêmement pratique, comment est-ce que tout ça s'intrigue dans un lieu? Donc pour moi, là, je vais vous donner 4 niveaux et peut-être qu'il y aura d'autres niveaux, bien évidemment, à échanger ensemble. Tout d'abord, un niveau, on va appeler ça, enfin, je vous livre comme ça, des usages fonctionnels, je dirais, de l'équipe. Donc c'est tout ce qui relève, en définitive, des documents partagés, des SharePoint, des réunions, alors en visio ou en distanciel, la constitution, enfin l'utilisation des CRM, on en a parlé tout à l'heure aussi, la dynamique, par exemple, collective autour de la dynamique du site, la billetterie en ligne, etc., etc. Donc cette dimension-là, que de toute façon, de fait, de plus en plus de lieux pratiquent au quotidien. La production de ressources et de contenu culturel et sa diffusion. La question de la production de l'œuvre numérique, ça c'est un 3e niveau. Et peut-être ce qui circule à l'intérieur de tous ces niveaux, c'est les usages communicationnels, hein, tout ce qui relève de la communication, les réseaux sociaux, et puis tout ce qui touche à la constitution du site, de l'identité graphique et du design. Donc ça, c'est les différents niveaux, je dirais, opérationnels d'intervention. Et qui nous amène quand même, alors là je parle en tant que lieu de spectacle vivant, à réduire, à tenter de réduire, en tout cas 3 paradoxes. Alors bien évidemment la question du paradoxe, elle n'est pas une opposition stérile, hein, je ne vous la livre pas comme ça, c'est bien évidemment une construction complexe dans laquelle il faut jouer à différents niveaux. Donc tout d'abord le paradoxe du vivant, hein, c'est un peu facile cette entrée-là, mais bien évidemment c'est comment est-ce que le virtuel ne se substitue pas au vivant, et c'est ce que vous avez énoncé, notamment Emmanuel en particulier. Notamment, alors nous on touche à la danse, donc on touche au corps de la danse, et alors il se trouve qu'on travaille aussi beaucoup autour de la danse contemporaine, qui est une pensée autour de la danse, autour du corps de la danse. Donc vous voyez déjà, je vous livre toute la complexité, hein, on travaille plus autour du corps, autour d'une représentation, autour de formes, qu'autour, en tout cas quelque chose d'assez difficilement palpable. La question de la prise de parole est quand même moindre chez les danseurs que chez les comédiens. Donc je vous laisse à penser cette question-là. Alors nous, par exemple, juste une petite digression en termes de lieu sur la question des outils numériques qu'on a développés. Je vous en parlerai très rapidement tout à l'heure, mais là j'essaie de prendre une position un peu méta. On a décidé de ne pas produire d'œuvres artistiques. Les artistes le font, bien sûr, ils le font très bien, notamment un CCN à Marseille qui s'appelle La Horde, qui s'appuie sur des pratiques numériques pour développer leurs œuvres. Voilà, ils font un travail phénoménal et en plus ils se servent ensuite, il y a une forme de position comme ça, de mise en abîme, mais ensuite ils se servent aussi de ces outils pour diffuser leur œuvre. Donc voilà, ils le font extrêmement bien. Donc ça, le paradoxe du vivant. Le paradoxe de l'adresse, on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, et vous en avez parlé, à qui s'adresse-t-on dès lors qu'on parle de numérique et dès lors qu'on va partir d'un mailing d'une maison? Et vous avez dit tout à l'heure, Marion, en plus des mailings qui ne sont peut-être pas à jour. Fermons la parenthèse, parce qu'effectivement, au quotidien, c'est un travail au quotidien de tous les membres de l'équipe, puisque en général, enfin, en l'occurrence dans une petite structure qui est la nôtre, on est 13 au travail. Tout le monde contribue à la question de la mise en relation de notre lieu avec une multiplicité de personnes, une hétérogénéité de public. Donc, est-ce qu'on s'adresse à la communauté qu'on a constituée et comment, bien évidemment, ce n'est pas notre enjeu, hein, et comment, quand on veut s'adresser au plus grand nombre de personnes et d'individus, comment est-ce qu'on va procéder pour répondre à la fois au processus de démocratisation à l'art dont vous avez parlé, et notamment de cette 4e voie d'analyse de Passeron, qui est cette question de la relation de domination. Comment est-ce qu'on va jouer à l'intérieur de cette chose-là? Comment est-ce qu'on va l'intriquer avec la question des droits culturels, qui est, pour ceux qui travaillent un petit peu sur ces questions-là, peut-être pas tout à fait exactement au même endroit. Et en tout cas, en plus, en ayant en arrière-plan la question de la fracture numérique. Et je ne vous parle pas de l'allergie à Internet, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on joue? Alors ce n'est pas du tout pour mettre à distance la question du numérique, bien évidemment, mais c'est au contraire pour se dire qu'il faut vraiment tisser cette question-là à l'intérieur même de la médiation. Et je ne sais pas si vous avez lu ce petit bouquin de Mérès et Boudrard qui travaille sur la question de la médiation culturelle et qui parle de différentes stratégies de médiation, qui juste, je vous les donne
je vous les livre comme ça, c'est pas moi, c'est Mérès Boudra, hein, c'est la question de la stratégie du sens au sens de la logique, mais aussi au sens de la sensation. C'est la question de la stratégie du savoir, c'est-à-dire du rapport au savoir. Quand on est dans une école, est-ce que la question de faire naître un savoir ou de contribuer à construire ensemble un savoir, ou est-ce que si on se trouve, je ne sais pas, avec le centre d'action sociale d'une collectivité, est-ce qu'on va fonctionner de la même manière autour du savoir? Et il y a aussi la question de la relation de la stratégie de la relation, pardon, le sens, le savoir et la relation. Donc c'est comment est-ce qu'en fonction des espaces sociaux dans lesquels on se trouve, eh bien, on va faire jouer les curseurs différemment. Donc ça, c'est important aussi. Et le dernier paradoxe, on en a aussi légèrement parlé, c'est le paradoxe du temps. C'est-à-dire, quel temps est perdu et quel temps est gagné avec la question du numérique. Dans tous les cas, en tant que lieu qui organise une rencontre, hein, en définitive, entre l'œuvre et des personnes, c'est le temps de la relation, enfin pour nous en tout cas, le temps de la relation ne doit pas être altéré. Donc c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, avec tous ces outils numériques, que cette relation ne soit pas altérée. Pour terminer, juste quelques petites je dirais, constats qui vont certainement reprendre un tout petit peu quelques éléments qui ont déjà été dits, mais d'un point de vue pratique professionnel, qu'est-ce que ça a transformé là maintenant? Alors, je précise juste une chose, donc au-delà du fait qu'on soit sur deux sites qui sont distanciés de plus de 2 heures hein, en voiture. On a développé aussi en 2015, entre 2015 et 2016, une plateforme numérique interactive à la découverte de la danse qui s'appelle Data Danse, avec plusieurs des contributeurs avec lesquels on a développé cette plateforme sont ici présents d'ailleurs, le Théâtre National de Chaillot, le Centre National de la Danse, l'Association des Centres de Développement Chorégraphique et Numéridance, la Maison de la Danse. Donc on avait développé cette plateforme-là en 2015-2016, donc c'est marrant parce que et là, nous, on a redéveloppé, alors du coup, CDCN, au titre membre du CDCN, pendant la pandémie, un nouvel outil qui s'appelle Dansonaire et qui est en fait une plateforme de culture chorégraphique en ligne. Alors ça, c'était vraiment le temps de la pandémie où on s'est dit on n'a plus aucune capacité d'être en relation avec les publics. Or, c'est notre ADN au quotidien, c'est-à-dire travailler cette relation-là. Donc, comment est-ce que, sans, encore une fois, aller sur le plan de l'œuvre, c'est-à-dire on ne voulait pas dévoiler l'œuvre, on ne voulait pas aller à ce niveau-là, mais comment continuer à travailler sur les contenus culturels en développant des podcasts, comme d'autres l'ont fait, bien évidemment, hein, des formes de... bref, des formes de discussion en ligne, des cours en ligne, d'ailleurs des cours soit en ligne et en présence. Enfin, voilà, on avait développé une multiplicité de relations différentes au public. Donc, qu'est-ce que ça a transformé au cœur de la structure? Donc, vous l'avez nommé, la question de la transversalité, ça c'est évident, c'est-à-dire une plus grande coopération à l'intérieur même de l'équipe, c'est-à-dire que, surtout se trouvant sur 2 sites, en définitive, on travaille tous sur un même projet via la question du numérique. Une façon aussi peut-être de composer les contenus de manière plus ouverte. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si je prends cet exemple qui était Dansonaire, donc la question des contenus ont été partagés de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire à peu près avec la moitié des membres de l'équipe, avec tout un collectif d'artistes aussi qui est venu, du coup qui avait le temps, il faut le dire aussi, hein, c'est-à-dire qui avait le temps pendant cette période de coopérer avec nous à cette question-là. Donc on avait sollicité notre artiste associé, nos artistes en compagnonnage et des personnes ressources sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et des regards naïfs. C'est-à-dire qu'on parle souvent entre nous de la question des contenus culturels et pourquoi pas inviter un habitant d'à côté qui vient aussi travailler cette question-là, qui nous fait faire beaucoup de pas de côté, hein, parce que bien évidemment on a un verbiage qui nous est propre et donc on est des fois incompréhensible. Et donc là c'était intéressant qu'on nous dise non mais là moi je ne saisis rien de ce que vous me dites. Voilà, donc effectivement ça nous a amené à établir ces formes de coopération. Alors, revoir la question du juridique et du contractuel. Ça a été un gros travail au sein de la structure, puisque chaque production quasiment de culture, de contenu culturel amenait à des formes de contractualisation différentes. Donc là, on a dû vraiment faire appel à un cabinet juridique conseil pour toutes ces questions-là, puisque c'est un travail très lourd.
Et vous l'avez dit aussi, Marion, passer je sais plus, je pense que vous l'avez dit même tous les deux, passer d'une politique d'autodidaxie, où bien sûr pendant des années on a bidouillé à l'intérieur pour que chacun des membres de la structure s'acculture à cette question-là et développe des petites spécificités, des petites particularités. Et là maintenant on a vraiment développé une politique de formation en équipe. Il y a 15 jours, on était en formation tous ensemble, du directeur, tout le monde, à la question du CRM. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, la question des données, comment on construit nos bases de données, etc., va être fondamentale dans ce cadre-là. Donc c'est comment est-ce qu'on construit ensemble ces données, comment on les pense en arborescence ensemble, et comment ça a du sens avec la constitution des publics, et comment en plus ça devient un outil d'analyse pour savoir ce qu'on produit nous-mêmes. Voilà, donc dans cette mise en œuvre, tout ça pour vous décrire qu'en définitive, cette question s'immisce absolument à tous les niveaux, en fait. En tout cas, quand une structure le souhaite et veut jouer ce jeu-là, parce que, en définitive, oui, il y a eu aussi, nous, quand on a développé, par exemple, pendant la pandémie, cette initiative qui était dans Sonaire, ça n'a pas été très, très bien pris par toutes les personnes, voilà, avec lesquelles j'ai échangé, qui me disaient, mais vous allez vraiment, oblitérer la question du vivant avec ce type d'outil-là. Voilà. Pour terminer quand même, on parlait de la sobriété, la question de la sobriété et cette question-là, et du volontarisme, et ça c'est sûr, bien évidemment que ça soit de l'État ou des collectivités à ce niveau-là. Il y a juste une chose essentielle à se dire, puisque ce que je viens d'écrire quand même, c'est une forme d'écosystème qui touche à tous les endroits d'un projet. Voilà, cette production de ressources partagées, cette question des réseaux sociaux, cette question de logique, en tout cas, de projet. Monsieur le directeur de la DGCA en a parlé tout à l'heure, Christopher Miles, c'est la question des appels à projets. Ce qui est sûr, c'est que quand on développe un projet numérique à long cours, qui se développe, enfin, vous savez ce que c'est que le coût d'un développement, par exemple, d'une plateforme numérique, d'un site, etc., il faut que cette chose-là puisse se continuer, et la question de fonctionner au projet à l'année est un peu complexe à gérer dans les structures. Voilà, ça c'est un fait, parce que c'est comment est-ce qu'on entretient ce numérique de manière permanente, puisque sinon il devient tout de suite obsolète. Enfin, c'est comme une bibliothèque, si à un moment donné le plan de classement n'est pas revu de manière quasi quotidienne par les documentalistes, il devient caduque, voilà. Donc c'est comment faire bouger cette chose-là en permanence, et effectivement avoir comme ça des échanges à l'année sur certaines formes de type d'appel à projet, c'est un peu compliqué pour les structures. Ça, je referme la parenthèse. Et juste dernière chose, un exemple, on a développé avec la délégation à la danse un projet qui s'appelle numérique, pratique et œuvre. Donc globalement, c'est un groupe de jeunes qu'on a invité à découvrir vraiment par le biais de la culture chorégraphique, par le biais de la pratique physique et par le biais de la pratique numérique, plusieurs œuvres, et en tout cas un paysage culturel chorégraphique. Et en définitive, ces jeunes-là qu'on développe ce projet avec le CCN de Tours et maintenant avec un autre CDCN. Et c'est comment est-ce que ces jeunes de 14, 15 ans, 20 ans, c'était dans cette anthrax-là, en fait, qui savent donc se saisir bien évidemment des réseaux sociaux en particulier de manière très très quotidienne. Nous, on avait composé une plateforme numérique juste pour d'échanges entre eux. Et en définitive, ils n'ont utilisé cette plateforme qu'à partir du moment où ils se sont rencontrés physiquement. C'est-à-dire que, moi je trouve que c'est plutôt un bon signe, hein, c'est-à-dire que globalement, c'est après leur première rencontre physique qu'ils ont commencé à réellement interchanger autour de cette plateforme qui était assez intimiste, hein, c'est pas du tout un réseau social, donc c'est quelque chose qui leur était dévolu. Et donc c'est comment est-ce que c'est la rencontre du vivant qui a fait qu'ensuite ils se sont saisis de cet outil pour composer ensemble de la ressource et des contenus culturels. Voilà, merci.